à toutes et à tous et bienvenue dans le studio vidéo du groupe Nice Matin pour ce deuxième numéro de Territoire Immo, l'émission dédiée à l'immobilier azuréen réalisée en partenariat avec la Fédération nationale des agents immobiliers de la Côte d'Azur. Pour ce numéro, nous allons parler de transition énergétique et de nouveaux comportements des acheteurs. Autrement dit, est-ce que le diagnostic de performance énergétique joue un rôle dans la décision d'achat ? Qu'est-ce qu'un DPE déjà et comment les constructeurs agissent en amont pour réaliser des bâtiments aux normes environnementales toujours plus nombreuses et fournies ? Quel rôle joue votre notaire dans cette histoire et in fine, est-ce qu'un bon DPE permet de vendre plus cher ? Mais pour répondre à toutes ces questions, je vous propose de découvrir les invités avec moi sur le plateau. Sophie Lemel, bonjour. Vous êtes directrice technique chez Faya Bâtiment depuis plus de 20 ans. Autant dire que l'immobilier et la construction n'ont pas de secret pour vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cécile Carreras, vous êtes notaire à Nice depuis plus de 8 ans, notaire associé. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Anne Quenotte, vous avez fondé Stratège il y a plus de 20 ans et vous êtes experte en diagnostic de performance énergétique. Merci d'être avec nous. Merci. Et Anthony Roy, vous êtes agent immobilier depuis plus de 8 ans pour Optimo Century 21. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Nous allons parler de performance énergétique et de ce que consomment vos logements parce que oui, on calcule la performance de vos logements. Depuis 2006, c'est l'État qui l'impose et cela s'inscrit dans la politique énergétique européenne qui entend arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Alors ça paraît compliqué mais pas tant. Un expert agréé est chargé de mesurer l'impact de chaque logement quand il est vendu ou loué en donnant une petite note de A à G. A étant l'impact le plus faible, G étant une catastrophe, même si l'expert vous proposera des pistes pour améliorer ce classement. La question que l'on va se poser aujourd'hui est de savoir si l'acheteur est sensible à cette note, autant qu'il peut l'être quand il s'agit du prix ou de l'emplacement du bien. Mais avant de répondre à cette question, regardons comment se calcule cette fameuse note. Et je vais me tourner vers vous, Anne Quenotte. Vous êtes experte en DPE depuis plus de 20 ans pour le Stratège que vous avez fondé. Le métier est très normé et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et je vous invitais à faire le diagnostic de mon appartement, filmé par l'équipe de vidéo de Nice Matin. Et vous allez nous expliquer exactement en quoi consiste votre mission en regardant les images que nous avons tournées. Très bien. Bonjour. Eh bien, merci beaucoup pour votre invitation. Oui, je suis diagnostiqueur immobilier, c'est le terme qui est employé. Pour pouvoir faire ce métier, il faut avoir une certification de personne, c'est donc le cas chez moi. Et j'ai eu la chance de venir relever un certain nombre d'informations dans votre appartement ici à Nice. Et je pense que nous allons pouvoir commenter les images. Voilà. Alors là, ici, j'arrive dans votre appartement. Le temps de se présenter, je rappelle qu'un des premiers points de contrôle que l'on va effectuer, c'est sur la porte d'entrée en réalité. Où est-elle orientée ? Est-ce qu'elle donne sur des parties communes ? Est-ce qu'elle est isolée ? Ensuite, il est important, bien sûr, de préparer en amont l'arrivée d'un diagnostiqueur lorsqu'il y a besoin. Je vous avais demandé de préparer des factures éventuelles selon des travaux que vous auriez pu effectuer. C'est très important car le législateur nous invite à enregistrer de la donnée documentaire, c'est-à-dire que soit nous connaissons l'information et je peux renseigner de manière très précise mon relevé, soit je n'ai pas l'information et une note va être qualifiée par défaut. On a la possibilité de noter un mot qui s'appelle inconnu lorsque nous n'avons pas l'information. Donc ce travail de préparation est très important. Et puis ensuite, à moi de faire le travail sur le terrain et donc de rentrer dans la base de données un certain nombre d'informations. Alors pour ma part, je travaille en relevé papier et je saisis dans un second temps la donnée dans le logiciel lorsque j'arrive au bureau. Alors il est important de relever bien sûr le périmètre de l'appartement, on va relever les murs qui donnent à l'extérieur, quel type de mur se trouve dans l'appartement, est-il isolé, non isolé, pour savoir si c'est isolé, eh bien je ne peux pas faire de sondage destructif, donc on fait un sondage auditif sur le mur et puis voilà, si on peut avoir l'information, il est important là effectivement d'avoir soit la donnée du constructeur au départ, soit on va pouvoir relever l'épaisseur du mur uniquement sans pouvoir qualifier de manière précise l'isolant. Donc
très important de comprendre que plus la donnée est fine à l'intérieur du DPE, plus le DPE va être fiable. Car effectivement, aujourd'hui, on est rentré dans ce qu'on appelle le plan de fiabilisation du DPE, de manière à donner une information donc fiable à l'intention de l'acheteur ou du candidat locataire lorsqu'il prend un appartement. Alors, des tas de mesures, une hauteur sous plafond par exemple ici, donc on utilise un télémètre qui est en fait un mètre laser qui permet donc de connaître la hauteur. Ici une belle hauteur sous plafond, 3,05 m par exemple. Le périmètre des murs, j'en ai parlé. Sur ces murs, bien sûr, sont positionnés les ouvrants, les fenêtres. Donc, on va relever en fonction, bien sûr, toujours de l'orientation, les fenêtres. Sommes-nous à l'est, au nord, à l'ouest ou à l'est encore ? La fenêtre, comment est-elle composée ? Quel est son matériau ? Est-ce qu'elle est en double vitrage, simple vitrage ? Quelle est l'épaisseur du vitrage ? Donc on le verra un petit peu plus loin en image pour relever l'épaisseur du vitrage. Alors ici par exemple le sondage des murs. La fenêtre, pour pouvoir connaître son épaisseur, on utilise un vitromètre. Alors, ici typiquement là c'était l'épaisseur du mur qui est relevée. Donc ici on avait des murs de 15 cm par exemple, avec en plus donc l'épaisseur de notre fenêtre. Voilà par exemple pour le relevé du mur, ici dans cet exemple précis. Pour la fenêtre, donc l'épaisseur, j'étais là-dessus du vitrage. On utilise donc un vitromètre ou encore, si on a la chance d'avoir l'information sur facture, sur la fenêtre, on va pouvoir, ou sur la fenêtre, bien, puisque chez vous, dans le cas présent, on avait la chance de pouvoir le lire, c'était encore visible. Donc toute cette donnée est rentrée à l'intérieur le fameux vitromètre qui permet de contrôler l'épaisseur du vitrage. Il est également très important au niveau de nos fenêtres, y a-t-il un moyen de fermer, d'occulter cette fenêtre ou pas ? Est-ce qu'il y a des volets ? Quelle est la typologie des volets ? Voici un point également que nous renseignons dans le DPE, ici typiquement des persiennes pour nos ouvrants. Toujours l'ouvrant, je le disais en introduction, la porte. Et puis bien sûr, à l'intérieur du logement, comment est-ce que le logement est-il équipé ? Quel est son mode de chauffage ? Quelle est l'énergie utilisée ? Donc ici, typiquement, des radiateurs électriques. Là encore, on est très à la recherche de la petite étiquette qui a souvent disparu. Quel est ce radiateur ? De quand date-t-il ? Quelle est sa puissance ? Quelle est sa performance ? Y a-t-il un thermostat ? Tous ces points d'entrée qui seront qualifiés dans le DPE. Et vous me disiez, s'il n'y a pas d'étiquette, pas de facture du radiateur, par exemple, on ne peut pas le noter. On ne peut pas le noter et donc on va devoir indiquer, on indique qu'il y a un radiateur, seulement on ne sait pas le qualifier et donc il sera qualifié par défaut. C'est-à-dire que cette notion de par défaut est défavorable. C'est-à-dire que plus j'ai la donnée, plus je peux être fiable. Il faut vraiment trouver les informations. Absolument, vraiment majeur, vraiment le propriétaire doit vraiment intégrer le fait qu'il est partie prenante également avec nous et qu'on a besoin de son aide pour collecter les informations en amont. Si on n'a pas, la notion c'est inconnu. Sur l'image précédente, je suis allée relever le mode d'eau chaude, puisque évidemment, on va prendre en considération le mode d'eau chaude. On ne le voit pas ici à l'écran, mais il y a également le point très important de la ventilation dans l'appartement, qui est un point majeur sur le calcul de l'étiquette énergétique. Donc l'enveloppe, puisqu'il est composé à l'intérieur de l'appartement. Également, le positionnement de l'appartement. Est-ce que nous sommes en étage intermédiaire ? Est-ce que nous donnons sur un local chauffé, un local non chauffé ? Est-ce que nous avons des voisins sur les côtés ou est-ce que nous donnons à l'extérieur ? Voilà, tout un tas de données relevées pour arriver à intégrer tout ça dans la moulinette et enfin donner un résultat qu'on appelle une étiquette énergétique. Et dans n'importe quel diagnostiqueur a la même moulinette, comme vous dites, donc c'est un logiciel de l'État. Absolument. Tout le monde rentre ses données les plus fiables possibles pour avoir une étiquette. Et donc, quelle est l'étiquette de cet appartement? Alors ici, typiquement, vous êtes sorti en étiquette dite E, donc qui est un classement, je rappelle qu'on est classé entre A et G pour donner une moyenne, donc vous êtes pile poil dans la moyenne. Ici, sur un appartement classé en E, aujourd'hui, à la fois à la vente ou à la location, cet appartement n'a pas de contrainte particulière pour le moment. On envisage en revanche en 2034, par exemple, pour la mise à la location, que cet appartement ne pourrait plus être mis à la location dans l'état du jour, en fait. Oui, parce que les logements en E ne pourront plus être loués à partir de 2034. C'est le cas 2028 pour les logements en F
Et c'est le cas depuis le 1er janvier 2025 pour les logements en G. Donc je vais me tourner maintenant vers vous, Sophie Lemel, en tant que directrice technique pour Faya Bâtiment. Est-ce qu'en amont, en tant que constructeur, en tant que réalisateur, vous avez la possibilité, au vu des normes environnementales qui vous sont imposées, de sortir des logements qui n'ont qu'une étiquette A, par exemple? Alors nous, tout d'abord, nous aidons nos clients. Nos clients, ce ne sont pas les futurs acquéreurs, mais ce sont les promoteurs qui font appel à nous pour concevoir les bâtiments. Donc en premier lieu, nous avons une réflexion pour répondre à la réglementation thermique, la réglementation environnementale, qui est une préoccupation majeure à ce jour, puisque la réduction de l'empreinte carbone, l'adaptation au climat sont les enjeux clés de la construction d'aujourd'hui, puisque nous sommes l'un des secteurs d'activité qui émettons le plus de CO2. Donc nous avons des démarches pour arriver à respecter cette neutralité carbone dont vous parliez tout à l'heure en 2050. Donc notre société s'est structurée pour développer des compétences en lien avec l'efficacité énergétique, en lien avec les analyses du cycle de vie. Donc notre enjeu est d'accompagner donc nos promoteurs qui ont les mêmes impératifs de neutralité carbone et à réfléchir à leur côté à une conception bioclimatique des bâtiments, c'est-à-dire de réfléchir à une orientation optimale, une compacité des bâtiments, de protection solaire, vous en avez parlé tout à l'heure, d'intégrer les bâtiments dans un lieu pour éviter les îlots de chaleur, pour intégrer la biodiversité aussi dans ces différents bâtiments et surtout avoir une performance thermique renforcée pour limiter les besoins en chauffage et aussi pour intégrer les nouvelles énergies renouvelables. Donc en logement par exemple, notre réflexion porte sur des systèmes d'efficacité efficaces, énergétiques, les pompes à chaleur avec des planchers chauffants, des radiateurs en basse température. On peut parler aussi beaucoup de chaudières biomasse en copropriété pour remplacer le fuel et aussi le gaz. Sur Nice, on peut aussi connecter avec le réseau de chaleur urbain qui existe un peu pas mal sur l'Éco-Vallée par exemple. Vous parliez tout à l'heure de ventilation double flux qui a son importance aussi dans l'efficacité énergétique, la production d'eau chaude optimisée et surtout de mettre en place une domotique qui permette de contrôler, réguler, une régulation programmable du chauffage, un ensemble d'outils qui nous permettent d'optimiser les conditions énergétiques. Une demande quand même des promoteurs par rapport à leurs clients finaux, ils sont obligés. On répond à la réglementation environnementale, la RE20, et aussi les promoteurs associent généralement à la réglementation de nombreux labels qui viennent aussi apporter des atouts complémentaires pour les logements. Donc nous sommes avant tout un constructeur responsable et nous proposons des bâtiments innovants par rapport aux bâtiments actuels où on propose aussi, dans le cadre de la rénovation énergétique, aussi des solutions qui permettent de répondre aussi aux obligations réglementaires. D'accord. Voilà. Vous m'aviez posé une petite question sur les bâtiments, juste un petit info. La RE20 n'entraîne pas systématiquement le classement A des logements. La RE20 permet de classer les appartements neufs, je parle du neuf bien sûr, entre A et B. Et ensuite on a ces fameux labels environnementaux complémentaires, comme aussi des labels spécifiques au territoire. On pourrait nommer l'Éco-Vallée qualité, qui se situe au niveau par l'EPA, qui apporte aussi des garanties complémentaires de confort, de qualité d'air, de qualité, de confort de l'usager. Voilà. On va vers le mieux avec les nouvelles constructions quand même. On va vers le mieux, mais ce DPE et les labels sont un gage pour l'acheteur du respect au niveau de la conception et de la construction de ces différentes normes. Mais malheureusement, c'est l'usager qui, par l'utilisateur et l'usager, qui est celui qui va le plus influencer sur les consommations énergétiques de son bâtiment. Vous pouvez avoir un appartement qui est classé DPE A,
Mais si la personne laisse ses fenêtres ouvertes, malheureusement, les consommations énergétiques seront impactées. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, très bien, merci pour ce point. Je vais me tourner vers vous, Anthony Roy, maintenant, parce que logement neuf ou logement ancien, depuis 2011, la petite étiquette avec la lettre doit être apposée soit sur l'annonce de vente ou l'annonce de location. Ma question pour vous, en tant qu'agent immobilier depuis 11 ans pour Optimo Century 21, est-ce que le DPE est un argument de vente et comment vous le valorisez, un bon DPE ? Tout à fait, alors le DPE a clairement changé la donne. Depuis la réforme de 2021, ce n'est plus une question de simple étiquette colorée, comme vous le disiez. Le DPE est devenu opposable. Il est directement lié au droit de louer. Depuis le 1er janvier 2025, les appartements classés en G sont interdits à la location. Il en va de même pour les appartements en F à partir de 2028 et les appartements classés en E à partir de 2034. Donc pour un propriétaire, ça touche à la valeur même du bien, à sa rentabilité et au principe même de le garder en location. Alors avoir un bon DPE aujourd'hui est bien sûr un bon argument de vente. Il permet d'avoir des factures d'énergie moindres, avoir des travaux à court terme moindres également, et aussi avoir une meilleure sécurité par rapport aux réglementations futures. À titre d'exemple, si on compare deux appartements similaires en termes de surface, d'environnement et d'état, un avec un bon DPE, l'autre avec un mauvais DPE, l'acquéreur s'orientera plus naturellement vers celui qui a un meilleur DPE au détriment de l'autre, donc possiblement ça peut se vendre plus vite. Et puis, est-ce que votre responsabilité est engagée, vous, en tant qu'agent immobilier, quand vous ne fournissez pas le DPE ou il y a une erreur dans le DPE ? Alors, c'est une obligation de le fournir, bien évidemment. La responsabilité est portée sur celle du diagnostiqueur. Maintenant, on est là, nous, en devoir de conseil. Et justement, on doit, lorsqu'on a, par exemple, un mauvais DPE, donner les meilleurs conseils en termes de travaux pour l'amélioration de la classe énergétique et le coût que cela peut représenter. Lorsqu'on rencontre un propriétaire, le but c'est de lui expliquer où se situe son bien en fonction de sa classe énergétique. Soit il est plutôt tranquille, soit il est limite, soit il atteint un risque d'interdiction de location. Ce qui peut poser effectivement problème dans le cadre d'une vente. Lors de la mise en vente, sur l'annonce, il est important de mettre en avant les bons DPE et de les faire valoir lors de la visite. A l'inverse, lorsque les DPE sont mauvais, il faut être rassurant et prévoir les travaux nécessaires et le budget qu'il faudra allouer pour ces travaux pour améliorer la classe énergétique. En résumé, un bon DPE, ça se vend mieux, un mauvais DPE, ça se prépare. Et on est là en tant qu'agent immobilier pour encadrer, accompagner les propriétaires afin de ne pas leur faire subir ces DPE. Est-ce qu'on ouvre la porte de chez vous pour vous dire, voilà, moi il me faudrait quand même un appartement qui est au niveau de la consommation énergétique qui soit correct et qui me permette de ne pas dépenser des 100 et des 1000. Est-ce que c'est un argument quand on va vous voir ? Oui, mais principalement lorsque le projet concerne un investissement locatif. C'est surtout sur cette base-là qu'on va être concerné par des mauvaises notes. Sur la résidence principale, on ne fait pas trop cas de cette note-là ? Beaucoup moins. On va essayer de l'améliorer si l'appartement est à rénover, autant apporter des améliorations énergétiques. En l'occurrence, le particulier est moins regardant lorsqu'il s'agit d'une résidence principale, puisqu'on n'est pas encore impacté par ces dispositions. Et puis c'est un achat souvent coup de cœur pour le plaisir, pour un projet de vie. Donc on est moins regardant sur cette classe énergétique. Le prix, le coup de cœur pour la résidence principale et l'impact financier quand même par rapport à la dépense énergétique pour l'achat locatif. Oui. Merci Anthony Roy. Autre pouvoir du DPE, celui de vous ouvrir les portes de votre banquier un peu plus facilement quand vous avez un logement classé F ou G et que vous êtes en investissement locatif. Ce sera plus simple avec des devis d'amélioration du logement pour pouvoir le louer. Mais nous n'avons pas de banquier autour de cette table. Par contre, nous avons une notaire. Maître Cécile Carreras-Deveau, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous représentez la Chambre des notaires des Alpes-Maritimes. Et le notaire dans tout ça, quel est son rôle ? Quel est votre devoir de conseil quand vous recevez des clients avec un projet et un DPE ? Vous le lisez avec eux ? Alors déjà, le notaire intervient en bout de course, c'est-à-dire que quand les clients arrivent, et notamment l'acquéreur, il a déjà choisi son bien. Donc je n'interviens plus finalement pour l'aider ou le conseiller par rapport au choix entre plusieurs appartements. En revanche, moi je suis un professionnel du droit et donc j'ai un devoir d'information. Donc mon rôle, ça va être d'être assuré que il y a bien un équilibre dans les informations, c'est-à-dire que le vendeur sache ce qu'il vend et l'acquéreur sache ce qu'il achète.
Je vais déjà vérifier, donc on va lire effectivement le DPE avec les clients, mais dans un premier temps, je vais vérifier que le DPE a bien tous les éléments impératifs, puisque je dois vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur technique, même si je n'ai pas la capacité d'analyse technique, il faut que je vérifie que toutes les prescriptions législatives soient bien dans ce document. Et ensuite, je vais m'assurer que les informations sont bien parvenues jusqu'à l'acquéreur. Tout le travail, ça va être de questionner également le vendeur, savoir si il a fait des travaux dans ce bien, et pour l'acquéreur, savoir quelles sont ses attentes. On n'a pas le même discours et on n'a pas les mêmes informations en fonction de ce que l'acquéreur veut faire du bien. Comme disait tout à l'heure Monsieur Roy, c'est pas les mêmes raisonnements si on est dans de l'investissement. Après, si on veut faire du profit, si c'est pour une résidence principale. Après avoir vérifié donc, que tous les éléments techniques sont bien dans le DPE, on vérifie également qu'il n'y ait pas d'incohérence. C'est-à-dire que moi, je dois analyser les pièces du dossier. Il faut vérifier qu'entre le moment où le vendeur a acheté son bien et le moment où il le vend, il n'y ait pas d'incohérence manifeste. Par exemple, on a un DPE qui change entre l'acquisition et la vente, mais il y a eu 0 travaux. Et ça arrive ? Ça peut arriver. Et alors peut-être que c'est par rapport aux nouvelles normes techniques du diagnostiqueur qui fait que par rapport aux nouvelles méthodologies de calcul, parce qu'il faut savoir qu'un DPE il est valable 10 ans. Donc souvent les gens arrivent et disent ah ben non il est toujours valable. Mais il faut bien vérifier. Et également oui d'accord mais vous l'avez fait à quelle date? Parce que si vous l'avez fait en 2019 alors qu'il y a eu des avancées en 2021, en 2024, en 2025, le calcul du diagnostiqueur qui était bon à l'époque n'est plus bon aujourd'hui. Et vu qu'en plus, entre-temps, on est passé d'un diagnostic qui était informatif à opposable, ça n'a pas les mêmes conséquences juridiques sur mon acte. Tout à fait. Et moi, je suis là pour sécuriser les actes. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment poser les bonnes questions et en fonction de la qualité de l'acquéreur et de son raisonnement, si c'est pour investir, si c'est pour sa résidence principale, il faut creuser, en fait. Et après, il faut également leur pousser l'information. Peut-être qu'ils vont pas forcément se poser la bonne question, mais avec un mauvais DPE, même si c'est par exemple une résidence principale où il va pas se poser la question de ah oui mais ça va me coûter combien, il faut quand même les inciter à se poser la question de quelle va être leur dépense énergétique, puisque ça va avoir un coût dans le ménage. Et c'est en ça aussi où les banques incitent. Parce que peut-être que pour un investissement locatif, effectivement, il y a une mauvaise rentabilité, donc le banquier va chercher la mauvaise rentabilité. Mais pour un ménage, si le logement a une mauvaise étiquette et qu'il est très énergivore et qu'il consomme beaucoup, ça va avoir un impact sur le ménage. Sur la capacité de remboursement. Et sur la capacité de remboursement. Parce que si vous avez 300 € d'électricité, c'est pas pareil que si vous en avez 500, ou donc la dépense énergétique, elle est dans le pouvoir d'achat aujourd'hui. Et donc ça, même s'ils n'ont pas forcément conscience, c'est à nous de les amener vers cette réflexion une fois qu'ils ont effectivement que le bien leur plaît, qu'ils ont eu toutes les informations. Ils ne vont pas se rétracter parce que vous les informez là-dessus, mais il y a quand même une prise de conscience à un moment si ça n'était pas avant. Mais moi mon but c'est qu'ils soient informés du début à la fin. On ne peut pas informer les gens en fonction de s'ils vont se rétracter ou pas se rétracter, parce que sinon en fait mon travail n'est pas correctement fait. Ok, merci beaucoup. Maintenant que nous détenons quasiment tous le même niveau d'information sur le diagnostic de performance énergétique et l'impact que ça peut avoir sur l'acte d'achat ou de location, je vous propose de découvrir ce que les Niçoises et les Niçois pensent du DPE. Nous sommes allés faire un petit micro-trottoir en ville. Vous connaissez le DPE? Je connais pas le DPE. Alors c'est le diagnostic de performance énergétique d'un bien immobilier. Si vous deviez acheter, est-ce que vous feriez attention à ce DPE? Alors si je devais acheter, je pense que je ferais attention au DPE, mais pas que. J'avoue que j'essaie de regarder un peu la globalité du bien, essayer de voir comment il est situé, et surtout en termes de prix. Parce que mine de rien, c'est quand même assez important et que les budgets sont quand même assez serrés en ce moment. Mais je regarderai un peu les deux, on va dire. Non, je ne connais pas le DPE. Alors, si je sais a priori qu'est-ce que le DPE, je pense que l'écologie est important, donc oui, cela rentrerait bien en ligne de mire. En fonction du portefeuille, je dirais que c'est une histoire d'échelle. Oui, je connais, c'est quand on classe la valeur énergétique d'un appartement de A jusqu'à E, il me semble. Si je devais trouver un bien immobilier, je ferais attention au DPE. Pour trouver un équilibre avec mes financements, je pense que j'irai pas au-delà de D, voire de C. Je sais que ça va, alors je suis pas sûre de A à F ou G, je sais pas le maximum.
Mais du coup, je connais parce que j'ai acheté un bien immobilier qui est en catégorie D et ça avait quand même de l'importance pour moi, même si D, c'est pas l'idéal. Alors voilà, petite étape, petit tour d'horizon. Moi j'ai été un petit peu surprise, je vous avoue, sur la méconnaissance de certains. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Est-ce que ça représente bien les gens que vous avez en face de vous, les uns les autres? Anthony, agent immobilier. Oui, alors c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément informé de l'existence de ce DPE. Il faut avoir été confronté soit à l'achat d'un bien immobilier, soit à une location, puisqu'on l'a aussi dans le cadre de la location. Parfois certaines personnes ne s'y intéressent tout simplement pas. Maintenant il a une place réelle aujourd'hui dans le débat, il est opposable, donc il a une valeur juridique très importante, et c'est à chacun d'entre nous, acteurs de l'immobilier, d'informer correctement les particuliers, sachant ou non savant de ce DPE, tout simplement. Merci. Annie, tu veux dire? Oui, alors au-delà des témoignages que l'on a pu voir, il est vrai qu'avec le métier que j'exerce, évidemment, je reçois des vendeurs ou des bailleurs en ligne qui sont pour le coup tous au courant. Donc évidemment, le panel laisse plein de possibilités. Le DPE aujourd'hui, c'est quelque chose de connu, très clairement du grand public, bien que voilà, certains témoignages nous disent oui, mais finalement, quand on creuse un peu, quand on les entend, finalement, ils savent un peu ce que c'est, un peu beaucoup même. Ce DPE, on en parle depuis 2006, il s'est vraiment accentué depuis 2021, on le disait tout à l'heure, et surtout cette part de prise de conscience écologique. Dans certaines régions de France, ici nous sommes moins concernés, mais on parle aussi de précarité énergétique, avec cette notion, vous le disiez Maître tout à l'heure, de vraiment bien renseigner, que les gens aient parfaitement compris. Oui, le poste de dépenses énergétiques, ça a un impact sur le portefeuille, mais aussi du coup très clairement sur l'écologie. Donc étonné mais pas étonné, enfin un peu, voilà, mon sentiment un peu mitigé. Étonné, pas étonné? Non, pas forcément étonné. Après, je pense que le DPE, ça peut être un élément préventif et un élément informatif en fait. C'est-à-dire que les personnes doivent comprendre peut-être que dans la prévention, on peut rencontrer des habitations qui sont précaires, et ce DPE qui est le diagnostic, pour moi en tant que professionnel, le plus technique, c'est là où on va vraiment se rendre compte. Oui, il va y avoir l'électricité aussi, où ça va nous dire que l'électricité n'est pas effectivement aux normes, mais c'est vraiment là pour informer les gens et pouvoir améliorer et faire de la prévention dans ces habitations. Malheureusement, effectivement, il y a moins... Alors nous, on est dans une région d'investissement aussi, hein, donc je pense que ça peut être complètement différent si on va faire un micro-trottoir dans d'autres régions. Et au niveau de l'écologie, d'avoir des gens qui vont avoir vraiment une sensibilité à avoir un habitat complètement autonome. Il y a un petit peu les gens quand on leur dit ça. Si, mais ça, ils vont vous demander parce que ça va toucher plutôt à leur budget, en fait. Ils sont très soucieux, puisqu'on est dans une économie d'inflation quand même, hein, les gens regardent de plus en plus ce qu'ils font, et l'électricité en plus a été au cœur, hein, depuis la guerre en Ukraine, il y a eu des fortes augmentations, et moi il y a des gens qui ne se chauffent pas, hein. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne se chauffent pas, et effectivement si on améliore, s'il y a un effort collectif, si on fait de la prévention et que les habitations sont améliorées, à un moment donné cet effort collectif va bénéficier aux plus précaires, je pense. Donc on va demander à Faya Bâtiment de construire davantage de logements A et B. Mais c'est surtout d'en rénover, parce que je pense que le nerf de la guerre, hein, c'est aussi de la rénovation pour aussi éviter de trop construire, hein. On est aussi sur la loi ZAN, hein, zéro artificialisation des sols. Donc le nerf de la guerre ces temps-ci, c'est la grosse rénovation énergétique, que ce soit bailleurs sociaux ou propriétaires privés, pour pouvoir louer après dans de très bonnes conditions et pour que tout le monde soit gagnant. Et c'est une grosse partie de votre activité aujourd'hui, la rénovation énergétique ? Ça devient, ces temps-ci, surtout dans les grandes métropoles, la rénovation énergétique est un nouveau métier qu'on doit accompagner aussi, puisqu'on nous demande aussi d'accompagner les occupants, parce que généralement, nous intervenons ce qu'on dit en site occupé. Nous rentrons dans les appartements des locataires pour pouvoir rénover leur logement. Donc, il y a aussi une part de sensibilisation que l'on fait sur des éco-gestes pour leur expliquer ce que l'on fait et dans quel but on le fait. C'est un savoir-faire aussi de pouvoir travailler en site occupé, c'est pas aussi, pas facile. C'est aussi beaucoup de contact humain, tout à fait. Merci beaucoup.
Merci à tous, je crois qu'on pourrait en parler des heures, mais cette émission touche à sa fin. Nous espérons que vous en savez désormais un peu plus sur le diagnostic de performance énergétique et de son impact sur votre possibilité d'acheter ou de louer. Merci à nos invités pour leur participation à cette deuxième émission de Territoire Immo, une émission que vous pourrez regarder, revoir sur notre site internet, le site du groupe Nice Matin, sur nos pages Facebook ainsi que sur la chaîne YouTube de Nice Matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Philippe Bertini et à Sophie Doncé à la réalisation de cette émission. Merci à Anthony Foucard pour la conception et merci à la FNAIM Côte d'Azur pour ce partenariat. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Territoire Immo.